Impossible d'accéder aux services via Google. On apprend 15 jours plus tard qu'en fait ils ont tout coupé. C'est un ancêtre d'Ecosia qu'on a construit, ça s'appelle VO Search. Incroyable. Nous on s'est fixé une mission chez Doolittle qui est vraiment de créer de la confiance et de la simplicité pour les utilisateurs. Et c'est nos investisseurs qui nous ont retourné le cerveau. Bienvenue dans Insubmersible. C'est le podcast qui te donne la force de continuer ton voyage entrepreneurial dans les moments les plus durs. Guillaume, bienvenue. Comment ça va ? Ça va et toi Thomas ? Bah écoute, super. Je suis ravi de t'avoir pour cet épisode 2 d'Insubmersible. Merci de m'avoir invité, c'est chouette. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions pour toi. Avant que je te laisse la parole, donnons envie à notre audience d'aller au bout. Donc tu es Guillaume Hens, le cofondateur de Doolittle, avec ton associé Arthur que vous avez créé en 2007. Aujourd'hui, tu es à la tête d'un empire de plus de 100 personnes. Vous avez comme ambition de devenir dans le top 10 des acteurs mondiaux en termes de génération de prospects. Aujourd'hui, on va passer en revue ton parcours, comment est-ce qu'on devient CEO de Doolittle, comment est-ce qu'on gère plus de 100 personnes dans le milieu de la lead gen, savoir les enjeux de Doolittle actuellement. Le podcast s'appelle Insubmersible, donc on passera sur les moments tumultueux de votre histoire. On abordera tout ce qui est évidemment 2024, vos objectifs, quelques chiffres. Pour démarrer, parle-nous un petit peu de toi. Comment est-ce qu'on devient le CEO d'une boîte de 100 personnes ? Je pense qu'on le devient pas, hein. Ça arrive un petit peu petit à petit. Moi, j'ai jamais choisi de monter ma boîte, en fait, vraiment, complètement. Ok. Sur les bancs d'école, je devais aller bosser chez EY. J'avais signé même mon premier contrat de travail, mon premier CDI. T'as fait HEC, c'est ça ? Exactement, en 2007. J'avais un très bon copain d'école, donc le fameux Arthur Saint-Père, qui lui se destinait coûte que coûte à devenir entrepreneur. Et un soir sur le campus, donc lui, il bossait pour essayer de créer sa boîte, trouver des idées, il réfléchissait à pas mal d'idées. Et puis moi, j'étais en train de finir ma majeure finance. Je faisais un mémoire sur l'efficience des marchés des paris sportifs en ligne, donc à peu près rien à voir avec le schmilblick. C'était un marché qui m'avait assez intéressé parce qu'il était assez naissant à ce moment-là. Et un soir, je me pointe dans sa chambre et puis je vois qu'il est en train de bosser sur ses projets de création d'entreprise. Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais tout seul sur le campus alors que tous les autres sont partis en stage bras droit, je sais pas quoi ?» Et il me dit « Je suis en train de monter un truc. L'idée, c'est un moteur de recherche qui finance des assos. Voilà. Et j'ai très envie de faire ça. » Et donc voilà un peu, il m'explique le concept du projet et puis les défis qui s'offrent à lui. Et je lui dis « Écoute, tu sais quoi, moi j'ai un peu de temps parce que là j'ai fini mon mémoire là, dans quelques semaines et puis il me reste quelques mois à tuer avant de démarrer mon fameux CDI. » Au bout d'un mois, en ayant donné un coup de main, je me suis pris au jeu. Et tu t'as donné un coup de main, c'est quoi globalement ? En gros, donc, le projet de départ, c'est un moteur de recherche qui finance des associations. Ouais. Donc les moteurs de recherche, ça nous connaît pas mal puisqu'on travaille avec eux depuis longtemps. On avait pour ambition de construire un moteur de recherche qui allait reverser 50% de ses revenus à des projets associatifs au profit de projets associatifs. Type Ecosia en fait. C'est un ancêtre d'Ecosia qu'on a construit. Ça s'appelle VO Search. Incroyable. C'est l'idée de départ de la boîte qui aujourd'hui s'appelle Doolittle, qui est la même structure juridique. Donc Arthur avait un background très technique quand même, parce que quand tu vois les algos de Google, etc. Pas du tout, parce qu'en fait, on n'a pas développé de moteur de recherche. Ok. On passait des accords de partenariat avec les différentes plateformes. Et en fait, donc l'ambition, c'était de reverser 50% de ses revenus, donc du chiffre d'affaires, à des assos qui œuvraient pour le développement durable, donc soit dans des enjeux environnementaux, soit de solidarité, soit de type finance durable, microcrédit, etc. Okay. Donc c'est ça les trois gros piliers. Hyper précurseur, un peu trop en avance sur notre temps. Mais un super projet. Et l'idée assez géniale derrière ce truc, c'est que toute la notoriété du portail était portée par les associations, qui elles-mêmes en fait allaient chercher leur réseau de donateurs, de soutien, de bénévoles, pour en fait les ramener sur le portail et leur dire en fait, au lieu de passer par le google.com, passez par VO Search. Vous pouvez retrouver Google, Yahoo, Ask. À l'époque, c'était très concentré Google, mais il y avait quelques moteurs qui essayaient de se faire une petite place. C'était pas aussi hégémonique qu'aujourd'hui. Et 50% finalement de votre recherche quotidienne va pouvoir contribuer à des projets associatifs que vous pouvez flécher. Et donc toi, tu faisais quoi concrètement là-dessus pendant ce mois de... J'ai fait un bon vieux travail de sales qui est allé toquer à la porte de toutes les assos, ramener les premiers logos en fait, pour dire... Parce qu'en fait, une association, tu vois très bien son intérêt, sauf que dès que tu vas frapper à la porte d'une grosse association, il y a tout de suite un enjeu d'image de marque, de communication. Et moi, mon enjeu, c'était d'arriver à les convaincre sur un bout de papier, un PowerPoint, parce qu'il n'y avait même pas de site à l'époque. Il fallait qu'ils associent leur marque. Tu avais déjà fait comme ça une partie commerciale, parce qu'il y a quand même une différence entre créer un mémoire sur les paris
sportif et aller chez EY versus aller démarcher des assos Bah, dans les milieux associatifs, moi j'avais été pas mal, je m'étais pas mal occupé notamment dans le sein du bureau des élèves d'un truc qui s'appelle les parrains de promo, Ok. donc qui sont des boîtes qui flèchent pareil du cash pour essayer en fait derrière d'aller recruter des étudiants en année de césure et puis derrière pouvoir les embaucher. Et donc bah moi J'avais un goût pour ça déjà un peu. Ouais, d'aller faire un truc un peu commercial. Ok. Et donc voilà. Donc en fait, en fait, je me suis pris au jeu. Puis assez vite, le jeu s'est transformé en projet professionnel. Puisqu'au bout d'un mois, j'ai dit, bah, en fait, moi j'ai envie de faire ça. Ça, c'était en quelle année du coup? C'était en 2007. Sur dernière année d'école, on n'était même pas diplômé encore. Ok. On était étudiants, quoi. Donc là, en un mois, entre guillemets, Arthur te retourne le cerveau avec son projet, tu t'entends bien avec lui? Ouais, enfin, on se retourne le cerveau Ouais, un peu ok. tous les deux. On crée la boîte l'été qui suit, quoi. Et en fait, très rapidement, on a levé de l'argent parce que bah, nous, on était étudiants, donc on n'avait pas le système de Ouais. chômage qui permet de démarrer, je dirais, de façon plus facile. Il fallait quand même un moment qu'on se paye, même si c'était pas des fortunes, c'était à l'époque pas grand-chose, mais ça nous permettait déjà de, entre guillemets, de nous assumer. Et puis, on avait quand même pour ambition de pouvoir déployer un plan média, de pouvoir commencer à Ok, donc communiquer. toi, dès le début, tu vois gros, tu te dis, ok, j'ai une idée, je vois en un mois qu'il y a du potentiel, je vais direct lever de l'argent. T'es pas du tout dans une optique, je bootstrap. Ouais, bah nous, le point de départ, il était aussi assez simple, c'est qu'on n'avait pas d'économie, on n'avait pas de moyens de financer ce projet. Au-delà de... Parce que c'était quoi ton projet, c'était quoi les fonds, t'en avais besoin pour quoi, globalement? Bah, faire de la com, en fait, Ok. n'existe pas. Du coup, t'as besoin quand même de recruter des gens, parce que ce petit travail que j'ai fait à ma petite échelle Ouais. d'association, bah, t'avais besoin de le démultiplier, Ok. t'avais besoin de l'amplifier, t'avais besoin vraiment de faire connaître le concept, quoi. Donc c'était pour recruter de l'humain plutôt que créer de la techno, etc. Exactement, Ok. ouais. Finalement, on avait tout outsourcé la partie tech. Ok. Il y a peu de barrières à l'entrée finalement à ce qu'on faisait d'un point de vue technologie. On était un espèce d'agrégateur. La valeur était plutôt les projets que les assos construisaient. Et pour le coup, elles n'allaient pas faire de la com sur 3 portails différents. Donc en fait, l'enjeu, c'était plutôt d'arriver et de prendre la place pour que les WWF, la Croix-Rouge, SIDAction, toutes ces grosses associations connues, finalement, se convergent et se trouvent sur ce portail, quoi. Et donc du coup, vous arrivez à lever. On lève de l'argent très rapidement. Tu peux partager un chiffre Ouais, on a levé, c'est public, on a levé un peu moins de 700 000 euros, Ok. moitié cash, moitié en plan média, parce qu'à l'époque, on a Adverline, qui est une régie pub rachetée par La Poste depuis, qui à la fois investit chez nous via un plan média. Ils sont détenteurs de société.com, un certain nombre de gros sites qui ont pignon sur rue. Et aussi, ils nous hébergent, et du coup, nous, on a bien apprécié le contact avec Charles et Loïc, les deux fondateurs d'Adverline. Ça nous a aidé à l'époque où il n'y avait pas d'incubateur, il n'y avait pas tout l'écosystème qu'il y a aujourd'hui. C'est vraiment le début, en 2007, il faut rappeler que... En fait, 2007, si tu veux, t'es dans un moment où Internet, c'est un peu la bulle, quoi. Dans la tête des gens, c'est encore des modèles qui fonctionnent pas. On a levé beaucoup d'argent et puis on n'a rien démontré. À part un Google, enfin quelques ovnis qui sont sortis un peu du lot. T'as encore beaucoup de modèles où c'est pas avéré qu'on arrive à en faire vraiment des modèles. T'as pas de smartphone globalement à l'époque. T'as l'iPhone qui est sorti en 2007. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, c'est vraiment, on est dans un moment de shift où on va attendre quelques années pour pleinement se rassurer que ça y est, en fait, il y a des vrais modèles qui marchent, qui sont sustainable et en fait, on peut structurellement investir et flécher du cash des investisseurs là-dessus. Nous, on se balade avec une cap table assez resserrée, mais avec des gens qui comprennent pas complètement ce qu'on fait, je pense. Donc pas simple à animer. Donc voilà, et le gros coup de massue, c'est que au bout de 10 mois, je crois, un jour, on se pointe au bureau, on fait une recherche. Alors, il y avait des centaines de milliers de recherches qui se faisaient par jour, c'était quand même assez conséquent. Et là, impossible d'accéder au service via Google. Voilà, on apprend 15 jours plus tard qu'en fait, ils ont tout coupé. Et que tu as une décision prise à Mountain View on veut plus travailler avec des partenaires qui reversent ou incentive des potentiels clics publicitaires. On n'est pas sûr que l'argent est reversé, etc. Bon, bref, sous couvert d'un certain nombre de sujets. Don't be evil, Google. Jamais formalisé. Il y a une décision qui est prise par un type dans un bureau à Mountain View et qui échappe à un certain nombre de business. En fait, assez rapidement, tu te retrouves à basculer sur les moteurs restants, mais tu as un enjeu d'usage, du coup, vis-à-vis des internautes qui ont du mal à se défaire d'un usage full Google. Donc, même si tu proposes du Yahoo, je sais plus ce qu'il y avait, Ask, Exalid à l'époque, c'est pas ouf. Clairement, tu n'arrives pas à offrir la même expérience. Et donc, très vite, on voit les chiffres qui dégringolent. Là, vous étiez combien déjà à l'époque ? On était tout petit, on était 5. Comment est-ce que tu pivotes, du coup ? Déjà, nous, on a proposé à nos investisseurs de planter la boîte. Donc, on a un board où on a fait nos petits slides très propres, très premiers de la classe, pour expliquer les scénarios possibles. Soit on revend ce qui reste, mais on ne sait pas trop à qui et qu'est-ce que ça vaut. Soit on reconstruit à partir de un peu l'actif qu'on a réussi à créer, un truc de contenu autour de l'association, le développement durable, voilà. Soit on plante la boîte.
et on avait géré mieux l'argent qu'on nous avait confié. On avait 2 fois plus d'argent dans la trésor que prévu au BP. Donc tu pouvais rembourser globalement la Non, somme. on remboursait pas, mais on partait, on allait trouver un job et voilà. Ok. Et c'est nos investisseurs qui nous ont retourné le cerveau pour nous dire vous êtes un binôme génial, vous avez construit tout ce que vous avez construit, vous l'avez globalement réussi. Et ce qui vous tombe dessus, c'est un truc qui est indépendant de votre volonté. Et on était tous conscients de ce risque, du fait qu'il y a de la dépendance sur le projet, particulièrement dans un truc où c'est ton client et c'est ton, pas seul client, mais pas loin de quasi seul, et t'as pas moyen vraiment de faire peser ça différemment. Donc en fait, on était conscient de ce risque et on l'a assumé avec vous. Donc voilà. Donc si là vous êtes crevé, prenez un peu de vacances parce que vous n'avez pas pris beaucoup ces 12 derniers mois. Ouais. Et si vous êtes motivé et que vous avez une idée, revenez nous voir en gros à votre retour de congé. Et nous, on participe à refinancer. Ok. Voilà. Donc tu te reposes. Donc on se repose et en fait on revient avec à l'époque un projet mal ficelé, mais qui était du contenu autour du développement durable. Ok, donc tu veux quand même rester dans le développement durable. C'est ce qui nous anime à ce moment-là. On se dit que c'est la raison pour laquelle on a construit la boîte. Et à l'époque, t'es un moment, taxe carbone, Sarkozy 2007-2008. Ouais. Il y a des enjeux de publicité assez forts sur ces sujets-là. Adverline, donc, qui voit passer pas mal de budgets publicitaires à l'époque où il y avait beaucoup de gré à gré avant que tout devienne beaucoup plus programmatique. On dit attendez, il y a quand même une vraie demande, il y a quelque chose à faire. Un peu par connivence, on se dit ok, bah en fait, l'un dans l'autre, il y a sûrement quelque chose à créer. Et donc du coup, comment est-ce que tu en arrives à plus la génération de prospects? C'est ça qui est incroyable, parce que là, pour le moment, on est encore assez loin de ce que vous faites J'avance un peu plus vite, mais du coup, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'ils participent à nous aider, mais ça suffit pas, donc on est obligé de relever encore un peu d'argent pour... Ok, donc tu fais une deuxième levée. Une deuxième levée, exactement, qui met du temps à arriver. Voilà, on passe à ric-rac Avec quel objectif de crever. de se dire Juste de déjà survivre et de pouvoir financer ce projet de durable.com, Ok. qui était un portail de développement durable, de content, mais vraiment, là, pour le coup, avec 10 ans d'avance. donc Quoi. toujours pour scale de l'humain, aller chercher des nouveaux deals Et du coup, non, plutôt du contenu, là, pour le Là, coup. ok. Plutôt du contenu. On finit par closer le deal avec un mois de trésor en caisse, enfin vraiment ric-rac, Dur. ric-rac. Et le lendemain du deal, donc Charles Costa, un des fondateurs de la régie Adrenaline, nous dit écoutez les gars, faut que je vous emmène déjeuner. On se dit putain, qu'est-ce qui s'est passé? Il veut plus signer, en fait il veut revenir sur le deal, enfin bon, l'enfer. Et en fait pas du tout, il nous dit je voulais vous laisser finir votre deal, et en fait on a un site qui est en régie. Bon voilà, nous on peut pas le racheter parce qu'on n'a pas le cash, etc. Mais on pense que ça a du sens par rapport à votre projet. Il s'appelle Idées Maison, et c'est un site qui a une ligne édito assez développement durable autour de l'habitat, vous devrez regarder, etc. Arthur il ferme la porte, il dit attends, moi je viens de passer 2 mois ou 3 mois sur le deal, j'ai 0 temps à passer là-dessus, on fonce, on fait notre truc, etc. Et moi je dis attends, en fait pourquoi on regarde pas, juste on regarde, on voit ce qui se passe, etc. Les équipes étaient à Nancy, c'est une toute petite structure, fait un aller-retour, et je me dis attends, c'est quand même trop bête. Donc je rappelle l'investisseur qui venait d'investir 3 jours avant, quoi, et je dis bon en fait faudrait qu'on relève de l'argent pour financer cette acquise qui coûtait à peu près le prix de la dernière levée qu'on venait de faire. Voilà. Donc c'est quoi? C'est une acquise encore à peu près 1 million, c'est ça? Ouais, un peu moins, moitié prix, quoi, Ok. grosso modo. On fait le deal en 2-3 mois, courant de l'été, enfin assez rapidement. On se met d'accord avec le type qui possédait le site. Et en fait, moi, j'avais identifié en regardant le PNL, qui était un tout petit PNL, tu vois, ça devait faire Peut-être que tu peux rappeler à ceux qui sont pas hyper familiers comment est-ce que tu monétises ce type de site en fait. Et donc à l'époque, c'était quasiment que de la pub. Donc C'est ça. c'était que de la publicité. À l'époque, AdSense, c'était une vraie régie Ouais. publicitaire. Et puis Adverline, du coup, qui était une régie pub qui faisait donc des deals de gré à gré. Donc ils avaient des commerciaux qui allaient en fait d'agence média en agence média pour récupérer des budgets avec leurs petits baluchons. Et puis voilà, ils construisaient en fait des Galaxy de sites. Donc ils avaient à l'époque Se Loger en régie, tu vois. Donc ils mettaient Se Loger plus Idées Maison plus machin. Ils avaient un paquet cadeau immobilier maison. Ils allaient vendre des millions de visiteurs médiamétrie en disant voilà, si vous passez par nous, vous touchez X. Donc ils allaient choper le budget, Bricorama, les annonceurs, exactement. etc. Donc ils construisaient un pack un peu développement durable, durable.com, Idées Maison. Donc toi tu rachètes Idées Maison. Et donc moi je vois une toute petite ligne dans le PNL qui devait peser 10% du revenu, qui est marqué génération de prospects. À l'époque ça passait par une plateforme d'intermédiation qui s'appelait Cotatis. Et du coup je dis attends, en fait il y a un truc génial à faire là-dessus, ça peut être beaucoup plus gros que ce que ça représente. Et c'est comme ça qu'on a commencé le switch en 2009, en découvrant le monde de la génération de leads par le contenu, en fait, par des sites SEO à l'époque qui rankaient sur des tas de requêtes. Donc pour le coup on a beaucoup baigné dans ce monde-là du référencement naturel avec tous les hacks possibles du monde et tout cet donc univers. Tu l'attaques par le SEO au début, un peu cracra de 2009. Le site était bien, bien fait, mais du coup tu découvres tout ce qui est possible de faire par rapport à ce sujet-là. On inverse complètement le PNL sur un truc beaucoup plus génération de demandes de devis en fait, en travaillant avec des plateformes d'intermédiation du type Cotatis, Travaux.com, Quel Travaux. Je pense qu'on a bossé avec tous les gens de l'univers Travaux qui existaient à l'époque. Il en reste plus beaucoup aujourd'hui, voire plus. Travaux.com sont encore. Il reste Travaux, mais effectivement qui sont fait racheter par le groupe IAC. Et puis, je pense que c'est un marché qui reste compliqué, l'univers du travaux en lead gen B2C
avec plein de petites entreprises à qui vendent 3 ou 5 fois les leads, c'est pas évident. C'était un autre moment de vie. En tout cas, nous, ça nous a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier à ce moment-là. Et on a vraiment inversé le PNL. Et heureusement, surtout qu'on a fait cette acquisition parce que d'abord, sinon, je pense qu'on ne serait pas allé naturellement explorer cette voie. Et le deuxième élément, c'est que je pense qu'on n'avait pas vu à quel point, à la fois, on pouvait générer du revenu par rapport aux demandes de devis. Enfin, on n'avait peut-être pas imaginé que ça pouvait devenir vraiment une grosse ligne. Et inversement, tout l'univers de la publicité autour du développement durable s'est complètement retourné post 2008. Et là, du coup, les budgets pubs se sont effondrés parce que c'était pas core business pour les boîtes de communiquer sur des trucs RSE. Heureusement qu'on a fait ce move parce que sinon, on n'aurait pas pu bouger. Donc là, on est en 2009-2010. Et puis à un moment, on atteint une espèce de plafond. Là, vous êtes combien dans l'équipe de Doolid? Pas grand-chose. Ça s'appelait déjà Doolid à l'époque? Non, ça s'appelait groupedurable.com. Ok, groupe durable. On a beaucoup changé de nom. Ça s'est même appelé Zoaya Network pendant 3 mois. Voilà, tu vois, c'est pour te dire à quel point on est passé par des choses. Pas encore Doolid. On arrive à un point de rentabilité qui nous permet d'arriver à vivre avec une dizaine de personnes, mais en gros, pour imaginer le next step, il faut qu'on prenne un peu des chemins. Donc le chemin, c'est de reproduire la logique idée maison. Donc on le fait un peu avec des petits noms de domaine, des petits sites, mais pas de façon massive. En interne, tu veux dire là. Non, de racheter d'autres portes, okay. de bâtir sur des trafics existants et de grossir. Finalement, ce qui aurait pu être une espèce de ferme de plein de sites, de contenu qualitatif sur leur verticale, toujours autour de cette thématique potentiellement, ou en l'élargissant. Mais ça, assez vite, on se rend compte qu'on a du mal à le construire parce que, en fait, à l'époque, tous les gens qui possèdent des sites, ils ont des attentes de dingue par rapport à ce qu'ils peuvent monétiser. Et de l'autre côté, en fait, c'est de construire plutôt de la technologie autour de la partie lead gen, parce qu'on a vu en fait une valeur importante entre mailler des sites, des éléments de contenu et des formulaires très spécifiques pour être capable de en fait augmenter massivement les taux de conversion. Donc on s'oriente vers cette solution-là. Et donc là, on lève de l'argent avec Xange de façon, pour le coup, un peu plus professionnelle, parce que c'est un vrai VC en 2012, pour construire une techno qui permette de faire du maillage automatique, en fait, de petites boîtes de leads, en gros, avec des articles de contenu. Quand tu dis maillage automatique de petites boîtes de leads, c'est quoi? Tu parles de la partie collect un AdSense du lead ou un Criteo du lead, si tu veux, mais avec au départ une expertise plutôt sémantique, donc analyser en live les contenus des pages web, être capable de recracher une petite box de leads et donc devenir en fait sur des sites tiers collecter du lead. Avec comme ambition quand même d'être propriétaire de ton réseau de sites ou non vendre pour le coup là en fait pour le coup là vraiment sortir, comme on n'arrivait pas à faire grossir la partie propriétaire puisque c'était très dépendant de deals potentiels qu'on pouvait faire. On se dit comment on sort de ça et on arrive à construire le next step. Et là tu restes sur une niche travaux où tu te dis en fait moi je construis juste une techno pour aller collecter. Et là on sort de la niche travaux, donc c'est à l'occasion aussi de ce tour en 2012 qu'on fait sortir des actionnaires qui étaient vraiment venus pour le projet développement durable et qu'on dit en fait on voit bien qu'on est dans un creux où à l'époque le sujet de concern sur la partie environnementale il a quand même baissé, on est un peu post-crise 2008 machin, on n'arrive pas à en faire un vrai levier de revenus fort et du coup à un moment il faut aussi qu'on avance parce que on est quand même une entreprise, on a besoin de vivre et en fait quand t'as plus de budget trop pub sur cette partie là, que t'as un peu pris ce que tu pouvais prendre sur la partie travaux liés aux pompes à chaleur, à toutes l'isolation et compagnie, en fait il y a un moment il faut aussi que tu arrives à enrichir potentiellement ton catalogue de marché, donc voilà, donc on bouge sur une partie plutôt techno, la techno fonctionne bien mais en fait la façon de l'appliquer dans notre marché, les product market fit il marche pas, donc on va faire des deals avec des sites type je sais pas quoi, l'internaute.com, qui tu veux, ça aurait pu être meilleur taux, ça aurait pu être qui tu veux, et dès qu'il y a un article qui parle d'un contenu potentiellement en lead gen, poum, on va afficher une petite boîte de leads, sauf qu'on se rend compte que en fait soit tu es un site verticalisé et donc toi-même tu as organisé ta lead gen, soit tu es un site généraliste mais du coup tu as très peu de contenu qui match des thématiques lead gen. Comment tu rémunères à ce moment-là parce que du coup il te faut ton inventaire de sites externes, tu collectes du lead que tu revends à tes clients. Exactement, donc moi je fais 50-50 avec mes publishers, j'ai un réseau de publishers. Ok, donc tu leur redonnes 50% du Exactement. Du et donc mon play c'est de dire que je vais être très maillé d'un point de vue catégorie, donc eux ils vont jamais aller s'embêter à aller choper tous les annonceurs là-dessus et que eux ils auront une petite partie de leur inventaire mais que moi je vais être capable de mailler une partie significative de leur contenu et ça c'est parce qu'ils se produit. Donc, tu te mets entre deux à chaque fois. À aucun moment, en fait, t'es au milieu de la chaîne, quoi. À aucun moment, tu vas acheter du média ou tu vas monter tes propres sites. On a toujours nos sites de contenu qui existent. Mais tu sais que tu atteins un plafond assez vite, Exactement. Tu te mets au milieu de la chaîne, tu surfes sur les bases d'audience de tes partenaires, que tu revends ensuite à tes clients, ce qui te permet quand même d'avoir globalement une certaine visibilité, je pense, sur ta profitabilité, sur ce que tu peux générer, et un contrôle de tes coûts. Parce que nous qui sommes en front, où on va acheter du média sur le social, etc., tu sais combien tu payes, tu sais jamais combien tu récupères, combien tu récupères après. Toi, c'est intéressant parce que du coup, si je comprends bien, tu récupères d'abord en fait tes clients, et puis ensuite tu te débrouilles pour aller chercher des éditeurs
distributeurs de qualité pour sourcer du lead de qualité à tes clients. Ça, c'est la beauté du modèle dans l'absolu, Ouais. du point de vue un peu théorique. Et la réalité, c'est qu'en fait, on match très peu de pages de contenu pertinentes. En ICPM, en revenu pour les 1000 pages affichées, on est très bon. Mais en fait, on a tellement peu de pages sur lesquelles on peut afficher quelque chose qu'au final, en fait, on génère très peu de revenus pour les sites publishers. Donc assez vite, on se fait arbitrer. Ils disent, bah oui, mais c'est pour gagner 1000 euros, 2000, Ça 5000. m'intéresse pas. Ouais, en fait, moi, je cherche des trucs qui m'apportent vraiment du complément de revenu. Alors comment t'as fait? Et du coup, on se dit, bah, la techno est bonne, mais elle est juste pas au bon endroit. Et donc là, en fait, la techno de départ, c'est une techno sémantique, donc qui analyse du contenu et donc des keywords en fait qui sont dans du contenu texte, plutôt SEO-based entre guillemets. Ouais. Et donc là, on pivote sur là où il y a du trafic à partir de keywords. Donc on bascule sur une partie search marketing. On se dit comment on peut appliquer cette techno ailleurs. Et on se dit en fait là où il y a le tuyau, le plus gros tuyau, c'est là où les gens tapent des recherches. Et donc c'est comment on peut transformer cette techno qu'on a construite sur une vision plutôt display intégrée sur des sites, sur une vision plutôt achat média. Si, ouais. Donc dans un premier temps, dans une vision de on va accompagner du coup des marques pour acheter leurs médias. Donc on bascule complètement sur un play, un espèce de tech-enabled service on t'accompagne pour acheter ton média et on va aussi rajouter une couche de bid management à ce moment-là. Ouais. Parce que en fait, on est plugué à Google, à Bing et du coup, il faut être capable d'optimiser. T'as un exemple précis d'acteur avec qui t'as bossé à ce moment-là? Ouais, il y en a plein. Là, pour le coup, on bossait pour moitié pour des e-commerçants, moitié pour des acteurs du lead gen, peut-être une dizaine de % le reste sur des acteurs de contenu. Donc, comment tu te rémunères à ce moment-là? C'est-à-dire Donc là, on bascule sur un mode complètement au forfait. Donc, c'est des abonnements avec un pourcentage de media spent, en gros, et avec des formules plus ou moins managées ou que accès à la plateforme. Donc, plutôt un modèle agence, en fait. Exactement. Un modèle qui se rapproche plus de l'agence, mais techisé à l'époque. Ouais. Donc à l'époque, t'as pas de target CPA dans Google, donc les gens ils gèrent tout au CPC. Ouais. T'as des structures de campagne extrêmement granulaires, potentiellement avec plein de keywords. Single keyword ad group. Des SCAG, exactement. Mais nous, on développe vraiment une techno propriétaire là-dessus, à partir d'éléments de sémantique. Quand tu dis techno propriétaire, c'est quoi? C'est tu gères tous les funnels de tes clients, tu leur apportes Non, je construis moi toute la structure de campagne à partir de ma techno, en gros. Tes clients sont pas directement sur AdWords à l'époque, ils sont sur ta techno? Alors ils continuent en général d'avoir le réflexe d'aller sur Google, mais nous, en tout cas, pour la construction des campagnes et pour ce qu'on appelait avant que Google sorte les opportunités, l'application, on avait créé cet onglet-là d'opportunités, d'ajout, de keywords, d'annonces, etc., pour être capable d'améliorer la performance de tes campagnes. Donc ça, c'est ce qu'on fait et on bascule sur ce modèle-là. Et en fait, un jour, moi, je me dis, mais en fait, j'ai une frustration, c'est de me dire, on est jugé sur notre capacité à apporter du ROI, donc à baisser les CPA de nos clients, améliorer les ROAS sur les e-commerçants, à augmenter les volumes, etc., mais on n'a pas la main sur ce qui se passe après qu'on a fait l'acquise. Or, je vois des sites pas du tout mobile friendly, je vois plein d'éléments dans le funnel où je me dis, mais en fait, il y a des trous dans la raquette de dingue et nous, on est jugé sur la performance in fine. Donc ça me crée pas mal de frustration. Et le deuxième élément, c'est que notre techno, elle marche assez bien sur les acteurs du lead gen parce que du coup, quand tu veux faire un devis fenêtre pour Triba, en fait, tu as des milliers de keywords qui peuvent s'appliquer pour de la fenêtre. Tu peux parler de fenêtre PVC, de baie vitrée, de double vitrage, exactement. Ouais. Et en fait, tu as un seul formulaire à la fin. Donc en fait, ta capacité à apporter de la granularité sur l'ensemble des éléments, ça a de la valeur. Là où finalement, un e-commerçant, ce qui a le plus de valeur, c'est la disponibilité dans le catalogue produit et le fait qu'il ait un bon prix pour que tu sois pertinent. Donc je te vois venir, tu squeezes les e-commerçants. Donc assez vite, on se dit, en fait, là où on va apporter le plus de valeur, c'est les acteurs du lead gen. Et du coup, on se dit, mais en fait, c'est dommage, on a toute la brique dans notre boutique historique de qu'est-ce que c'est qu'un lead et comment ça marche, parce qu'on a en fait traité tout ce système de formulaire historiquement chez Doolid. En fait, est-ce que je peux pas juste imbriquer les deux? Donc je prends 2-3 clients qu'on a en catalogue, je les appelle et je leur dis, mais attendez, est-ce que vous voulez juste pas qu'on essaye de bundle ça? Et donc dans un petit coin, on commence à prendre 2-3 clients en test, de leur dire on vous vend les leads, on va jusqu'au bout de la chaîne. Mais par contre, c'est nous qui faisons la landing page, le formulaire, on fait tout. C'est ça, donc là en gros, tu bascules totalement sur un modèle CPL où tu gères l'achat média du client, tu leur gères l'expérience de conversion, la récupération du lead et tu les factures au CPL. Et là on est en 2016, du coup c'est les premiers euros de Doolid tel qu'il est aujourd'hui. Tu payes le média? J'achète le média, je fais tout. En co-brand, du coup avec tes acteurs, tu parlais de Triba. On faisait en marque blanche. Ok, donc là tu restes en marque blanche, classique. Exactement. Ok. Et du coup on construit tout de zéro en fait à ce moment-là. Enfin de zéro, en fait on prend des briques existantes de tout ce qu'on avait sur étagère qu'on met ensemble en fait, et en fait on voit assez vite que ça marche, qu'on est capable de générer des volumes, que ça fonctionne, etc. Et du coup là on se dit attends, en fait la suite du modèle c'est ça. Et donc de 2016 à 2018 cette activité elle s'est développée de façon très forte parce qu'assez naturellement du coup on a pris tous nos clients qu'on avait sur une offre plutôt agence ou tech enable service ou full SaaS quoi, et on leur a dit en fait ça devient une vraie société de service de lead gen, ça devient vraiment ça la suite du programme, tu vends du business quoi. Et du coup en 2018 on lève de l'argent avec Ring et Xange dans une optique de vraiment internationaliser ce qu'on avait construit sur... Parce qu'à l'époque, t'es que en France.
On n'était que en France, on avait... je crois qu'on faisait 97-98% de notre chiffre d'affaires en France en 2018, tu vois. Et là, tu te dis, le marché français est plus assez gros. Pourquoi aller tout de suite aller à On se l'étranger? dit plein de choses. On se dit, effectivement, le marché français, c'est un beau marché, mais ça reste un petit marché à l'échelle mondiale. Donc, il y a quand même une capacité à être présent de façon plus globale. On a une approche assez systématique de la façon dont on veut fonctionner. Donc, on se dit, OK, pourquoi on va se limiter à la France? On voit que les premiers tests qu'on a, notamment sur des marchés adjacents, type Espagne ou Italie, je sais plus, enfin, ça doit être ça les premiers. C'est connexe. Voilà, on se dit, OK. Faut juste traduire. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, mais oui, enfin, en tout cas, dans la première façon dont tu l'abordes, tu te simplifies un peu le travail et essayes d'aller sur un truc rapide pour voir ce que ça donne. Et on se dit, OK, en fait, on peut avoir une vision plus globale de ce qu'on fait. Et donc, on lève de l'argent avec vraiment l'enjeu de s'internationaliser, aussi de sortir du search, qui était à l'époque vraiment notre gros canal. On faisait quasiment que du search en 2018 pour être un peu plus global. Pour aller faire du social ads, etc. Exactement. Et question que j'ai envie de te poser, quand tu es en modèle agence ou SaaS, on a parlé juste avant, ton revenu est assez prédictif, tu peux facilement arbitrer entre tes rentrées, tes sorties, tes coûts, etc. Comment tu fais le pivot d'un revenu où tout est prédictif à un revenu full perf, où globalement tu te mets à payer le média, tu connais bien les outils, mais tu sais que ça varie beaucoup, tu as des équipes à gérer, tu as probablement beaucoup de coûts fixes. Comment tu fais le pivot et comment tu tiens le choc en passant d'un revenu très prédictif à quelque chose qui l'est beaucoup moins? Déjà, nous, on a été financés, donc ça te laisse de la marge de manœuvre. Quand tu as de l'argent sur le compte en banque, tu dors déjà un peu mieux la nuit. C'est sûr. Mine de rien. Même si tu burnes pas mal d'argent, et surtout l'ouverture des US, c'est quand même un vrai gros poste de coût. Ouais, ça, on va y revenir. On serait jamais parti aux US sans lever. Pour le coup, c'est vraiment cash intensive, quoi. Après, je pense que la chance qu'on a aussi, c'est que on a développé des outils de bid management historiquement chez Doolittle. Donc, on a la culture de gérer les enchères pour nos clients historiquement. Et du coup, en fait, assez naturellement, avec le temps, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un enjeu à piloter ta marge parce que dans ces business-là, en fait, tu t'es complètement à la performance. Donc, tu as raison, tu achètes le média, tu vends le lead, mais en fait, tu gagnes ta vie dans l'intermédiaire des deux. Et nous, en l'occurrence, on achète 100% des leads qu'on génère. Donc, on est obligé de contrôler. Et alors ça, comment tu mets en place un système où tes équipes, tes média buyers deviennent des vrais traders, ils achètent du média toute la journée, ils savent combien ils doivent vendre, mais... Tu mets de la tech, hein. À un moment, Ça, tu builds tout en interne ou tu te dis, je vais surfer sur des outils externes? Comment tu vois la chose? Non, nous, on a tout construit. Pour le coup, on a une culture assez tech chez Doolittle historiquement. Donc, depuis 2012, depuis l'arrivée de Xange, je pense qu'on s'est dit que ça, on avait besoin d'avoir la main. En fait, c'est trop crucial, quoi. En fait, ton taux de marge, c'est pas un truc que tu peux laisser en pilotage automatique. Voilà. Donc là, la levée de fonds de 2018, t'as déjà les outils à ce moment-là, ou là, 2018, c'est juste dire, on va aux US, on va en Europe? On a des investissements sur la tech, ça c'est sûr, parce qu'il y avait des briques qui nous manquaient à l'époque. Je t'ai parlé de la partie formulaire, mais on l'a bien amélioré depuis, parce que t'as quand même plein de choses de complexité entre ce que tu peux trouver sur le marché, type un Typeform ou un truc de chatbot que tu pourrais trouver, et des modules plus compliqués avec de la logique, de l'intelligence, de la dépendance, un certain nombre de systèmes automatisés. Ça, tu as besoin quand même de construire un certain nombre de choses en interne. Moi, je suis partie prenante en tout cas de contrôler en fait ce que je fais, quoi. Donc j'ai du mal à la outsourcer. Donc on avait quand même des enjeux de construire des choses d'un point de vue techno. Donc ça, il y avait quand même une partie de l'argent qui était fléché pour faire ça. Et puis il y a une vraie partie expansion internationale, donc US et puis reste de l'Europe. Ok. Aussi. Et aujourd'hui, donc du coup, là vous êtes plus de 100 personnes. Jérémy, qu'on a eu la semaine dernière, nous parlait de la structuration de son équipe d'acquisition chez Meilleurtaux. Eux, globalement, ils sont deux très très bons média buyers, c'est ce qu'expliquait Jérémy. Comment toi, vous avez avec Arthur et probablement ton board décidé de structurer tes équipes pour être 100 personnes maintenant, globalement, pour gérer Doolittle? Comment ça s'organise? Alors moi j'ai une vision un peu différente, je pense, de celle de Jérémy, puisque du coup moi j'ai eu d'autres enjeux en tant que dirigeant à cette période-là, parce que on pilotait la boîte à deux. Il faut que tu dises qu'à ce moment-là, Arthur il prend des billets aller simples avec sa femme et ses 3 enfants. Il part aux US pour en fait remonter une boîte dans la boîte, hein. C'est quand même ça, hein. Doolittle US, ça n'existe pas, ça fait pas 1 euro de chiffre d'affaires, il n'y a pas un employé, il n'y a rien. Faut vraiment démarrer de zéro, en me disant écoute, bon courage Guillaume, je te laisse piloter la boîte et ce qu'on fait, et moi je vais remonter une boîte dans la boîte. C'est un peu ça le sujet. Donc moi, je me reprends quand même une flopée de trucs à gérer, notamment des choses qu'il gérait, tu vois, aussi simplement que les RH, la partie commerciale sur la partie Europe, qui était plutôt la partie que lui pilotait, plus tout ce que je gérais au quotidien. Donc moi, j'ai un enjeu à ce moment-là plutôt de structurer une équipe de direction pour pouvoir accompagner la croissance de la boîte. À l'époque, on était une trentaine, tu vois, et pour
vraiment passer le cap, tu as besoin de t'organiser, de structurer d'avoir ça. du middle management, etc. Exactement. Donc moi, on passe pas mal de temps à recruter ces gens-là. Ça nous prend à peu près 1 an. Tu recrutes quelle personne? Parce que la difficulté de notre métier, c'est que tout est lié. Tu peux pas avoir des bons médias buyers si après tes sales sont pas bons, si tes expériences de conversion sont pas bonnes, tout s'effondre. Comment tu structures déjà ton équipe entre la partie commerciale, je vais chercher les deals. Tu as quand même besoin de vendre ça pour le coup. Si tu n'as pas de clients, si tu n'as personne qui achète tes leads, tu vas pas vendre. Donc ça, tu as quand même un enjeu de structurer cette partie-là. Plutôt commercial. Tu as un enjeu business, donc sales. Ouais. Ensuite, tu as un enjeu pour moi qui est d'opérer, c'est-à-dire de vraiment faire fonctionner de bout en bout ton business pour tes clients qui tournent. Donc ça, c'est un deuxième enjeu qui est vraiment un enjeu d'opération dans lequel effectivement tu as ces fonctions, alors que nous, on appelle traffic management, mais qui s'appelle media buying. Pour moi, c'est la même chose. C'est des gens qui pilotent de l'achat média. Mais en fait, il y a plein de rôles autour de ces gens-là, parce qu'il y a des gens qui font de la créa, il y a des gens qui font la partie landing page. Donc toi, tu fais par pôle, parce que c'est ce qu'on expliquait, c'est ce qu'expliquait Jérémy, c'est que lui, il avait plus des moutons à 5 pattes, où en fait, il a des personnes qui sont très très bons d'un point de vue marketing, qui comprennent les offres, qui vont être capables d'itérer eux-mêmes sur les offres. On a évolué dans notre organisation par rapport à la vision qu'on avait en 2018 et ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Ouais. Donc effectivement, historiquement, on est plutôt sur des rôles assez silotés. On est un peu revenu de cette organisation avec des trucs, avec des jobs un peu plus transverses de ce que lui décrivait, qu'on pourrait appeler une espèce de méga chef de projet qui finalement gère de l'acquisition en fait de bout en bout, mais qui ont quand même besoin de l'autre compétence. Parce que pour moi, c'est pas le job de cette personne-là de faire de la créa. Par contre, son job, c'est potentiellement de la briefer, d'avoir la finesse d'avoir compris. C'est lui qui a l'intelligence marketing, l'intelligence business de l'offre et qui ensuite va briefer tes équipes en mode je veux ça pour mes offres. Et après, moi, je pense que c'est pas parce que c'est cette organisation qui fonctionne aujourd'hui que ça sera pas une autre organisation qui fonctionnera demain. Puis les leviers bougent. Oui, ça. Et puis, tu as aussi un enjeu de ce qui est vrai à une taille n'est pas forcément vrai à une autre taille. Tu as des enjeux d'organisation. Nous, on a un enjeu de zone. En fait, on n'est pas sur les mêmes fuseaux horaires. Ça paraît bête, mais en fait, pour coordonner les équipes aux US et les équipes en Europe, en fait, c'est pas simple. Et t'as pas envie de créer de boîte dans la boîte. Donc, tu as aussi plein d'enjeux de comment ces gens-là se parlent. Et voilà. Du coup, j'ai envie qu'on aille sur cette partie US. 2 questions pour toi. Tes investisseurs le disaient, vous formiez un duo de choc avec Arthur. Comment tu gères le fait que globalement, il s'en va et qu'il est plus en présentiel avec toi, donc forcément qu'il y a un peu de complicité qui s'efface. Comment tu fais face à ça? Comment tu gères l'ouverture des US avec, comme tu l'as dit, un cash à burn au début qui est colossal? Alors, première question, comment on gère la distance entre associés? Nous, on a une chance énorme. On se connaît par cœur. On a quand même beaucoup travaillé ensemble. On n'a pas connu beaucoup d'autres vies que Doolittle tous les deux. On est très différents, très complémentaires et je pense qu'on se respecte beaucoup dans le boulot, donc on sait s'écouter. C'est vrai que je te coupe, mais on n'en a pas parlé. Globalement, quand tu dis que vous êtes très complémentaires, toi, tu es resté dans la partie très sales commercial et lui tech. Non, pas du Comment tout. vous arbitriez tous les deux? Non, c'est vraiment plutôt lui le sales guy des deux. Okay. Sinon, c'est pas lui qui serait parti aux US, je pense. Okay. Le plus salesy du binôme, c'est clairement Arthur. Donc lui, il a toujours gardé cette casquette un peu sales marketing, voilà. Et tu as un côté très business development quand tu vas aux US. Pour le coup, il faut que tu signes des logos, que tu ramènes des clients. Voilà, t'es attendu par personne. Moi, j'ai toujours eu une fonction plutôt centrée vers l'interne, de m'occuper de faire grandir les équipes. Manager. Manager des managers, exactement. D'aligner l'organisation autour de où est-ce qu'on va, c'est quoi les enjeux, etc. Donc Arthur apporte les deals, toi tu digères, tu structures et tu délivres avec tes équipes. Et donc du coup, comment se passe cette partie US, quoi? Comment tu gères cette partie commerciale du coup qui n'était pas ton cœur de métier? C'est pas moi qui la gère. Du coup, la partie sales aux US, c'est vraiment Arthur qui s'en occupe. Mais il faut qu'elle existe toujours sur la partie française et européenne. Alors ça, pour le coup, on a recruté. On a recruté un vrai directeur sales qui, du coup, lui a pris toute la fonction commerciale là, en 2018 ou 2019. Moi, j'ai eu un vrai relais pour pouvoir pas avoir à gérer ça au quotidien. En fait, moi, je peux plus gérer le job d'un de mes directeurs, en fait, ça rentre plus dans mon agenda, ça marche pas. Et pour le coup, Arthur, lui, il est vraiment entrepreneur, donc lui, il structure de zéro, il ramène les premiers sales reps. On doit avoir un mec qui est toujours là, et je pense que le premier badge des 3-4 premiers sales, c'est terrible. C'est parce que tout est great, tout est amazing, les mecs sont les meilleurs vendeurs du monde. C'est ce que j'allais te dire. C'est terrible. Nous, on est là et on veut copier-coller ce qu'on a réussi à faire. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est quoi les gros leviers de différenciation entre la mentalité européenne versus la mentalité US sur notre marché? Sur ta copie, tu vois, de devoir, on dit peut faire mieux, peut s'améliorer. Lui, il aura eu tout le temps c'est awesome, c'est amazing, c'est great, alors qu'il t'aura mis un 10 sur 20. Mais le message qui va te passer, c'est génial. Les gens d'entretien, c'est pareil. Ils peuvent être nuls,
mais ils vont se vendre mieux que le type excellent en France. Donc, tu as un enjeu déjà de recruter des talents là-bas qui sont... Tu as un enjeu de comprendre la culture, en fait, de comprendre ce qu'on attend de toi, effectivement, de comprendre qui sont les talents, tu as raison, même vis-à-vis de tes clients, comprendre ce qu'ils attendent, comment ils attendent. C'est pas la même chose, faire du lead aux États-Unis versus en Europe. C'est quoi faire du lead aux États-Unis globalement? Oui et non, c'est-à-dire que oui, c'est la même chose parce qu'on vend des leads à des clients. Moi, je suis atterré du niveau de mes clients, pas de tous les clients, mais quand même encore du niveau de maturité de beaucoup de clients encore en France. Tu as un exemple précis là-dessus? Moi, j'ai encore des clients, on reçoit des rapports sur les leads qu'on leur génère au bout de 6 mois. Il y en a qui sont incapables de me fournir un rapport sur la qualité. Ouais. Un client aux US, tu viens, tu te branches, la qualité, elle est disponible comme ça. Et comment ils font? Aux US, c'est vraiment c'est un monde de process, quoi. Les gars, tu sors pas, il n'y a pas de logique couteau suisse, tu touches un peu. C'est pas du tout comme ça, hein. Là-bas, il y a un gars, c'est ça son job, il fait ça. Et il fait pas un peu à côté le truc comme ça. Non, il fait que ça. Il le fait à fond. Et donc toi, t'arrives, tu veux générer des leads, très bien, c'est quoi? Ok, c'est quoi le coût d'acquisition que tu vas être capable de me faire? Tu arrives, très bien, je vais te donner plus de budget et là je vais t'ouvrir les vannes et big time. Par contre, ça marche pas, c'est fini, salut. Et c'est pas troisième chance, machin, au revoir, merci. Ah, pourtant, on pourrait croire qu'aux US, ils sont plus en mode, enfin, tu vois, ils comprennent que ça peut bouger. Non, eux, ils sont super business en fait. Il y a pas d'amis dans le business, quoi. Ça marche, on y va, ça marche pas, on arrête. Et ça, vous y attendez en partant là-bas ou... on l'a un peu découvert en y allant, quoi, en se rendant compte que finalement, ils étaient beaucoup plus. Ils connaissent leur KPI par cœur. Enfin, ils connaissent tout, les gars, tu vois. Tu leur apprends pas leur métier, quoi. T'es pas attendu. Pourquoi il va bosser avec toi? En fait, il a déjà les mecs, ils ont tous 40, 50 lead providers, machin. Et en fait, toi, personne t'attend. Donc pourquoi il va bosser avec toi? En fait, t'es un parmi d'autres. Donc faut arriver à se différencier, ça c'est difficile. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez importé entre guillemets des US pour mieux faire le boulot en Europe et en France? Je pense que nous, on a aidé nos clients à se professionnaliser sur la partie data parce que pour le coup, c'est vraiment important. Je conçois pas notre métier vendre des leads pour vendre des leads à la sauvette. C'est pas du tout la conception que j'en ai. Moi, je pense qu'on est là pour créer de la valeur pour les clients. C'est le but. La valeur, c'est quoi? C'est ce que ils vont te définir, sur quoi ils vont te challenger. Ça va être un coût par rendez-vous, ça va être un coût d'acquisition d'un client, ça va être la métrique offline de ce qu'ils vont avoir besoin de. Et ça, comment tu fais concrètement pour les aider aujourd'hui, tes clients en Europe? Tu raisonnes déjà beaucoup plus valeur avec eux. Tu essaies de leur faire comprendre que c'est leur intérêt, que eux-mêmes soient dans une démarche de aller chercher des nouveaux prospects, mais à un espèce de coût d'acquisition cible. Mais tu leur donnes des outils, parce que tu vois, tu disais, par exemple, mes clients en France, ils mettent 6 mois à me ressortir un rapport. Comment tu les forces à faire le boulot et que quand tu leur envoies 1000 leads une semaine après, globalement, ou même en temps réel, tes équipes, elles ont le retour, tu vois? T'es un peu avec ton bâton dans le désert à prêcher pour que ça avance. Donc moi, je vois bien quand même en quelques années que le truc, il va dans la bonne direction. Donc c'est aussi ce qui me fait dire qu'on est en train d'appuyer sur le bon bouton. Ça a aussi des réalités de lenteur d'organisation que tu peux pas bouger rapidement. Et pour le coup, sur la lame de fond, je vois bien que ça va dans la bonne direction et qu'on est quand même en train d'avancer dans cette direction-là. Okay. Parce que comme vous êtes très software et que tu as tout build en interne, est-ce qu'aujourd'hui, tu attends que tes clients ils te sortent eux-mêmes leur CRM pour avoir les KPI, ou est-ce que tu vas avec eux avec un outil en disant, regarde, utilise mon outil pour tes sales, etc., pour piloter? Ça, j'y crois pas une seule seconde. C'est du change management beaucoup trop lourd. Les gens, ils sont équipés d'outils top of mind, type Salesforce, HubSpot, des CRM de marché. Ou alors, ils ont build leur truc en interne. Donc, pour rien au monde, tu vas les faire changer. Carrément. Donc, en fait, moi, je suis pas du tout partisan de ça. Par contre, pour le coup, je suis vraiment partisan d'avoir la même lecture qu'eux, qui est de dire, en fait, qu'est-ce que tu regardes et comment tu le regardes. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas juger la performance de ce qu'on est capable de délivrer pour toi. Ouais, donc c'est comprendre les besoins de tes clients, ensuite les éduquer à bien mesurer. Et par contre, nous, pour le coup, on a la capacité de tout traquer end-to-end. Donc, ça, c'est vraiment la valeur. Parce que tu es propriétaire de tout. Exactement. Et du coup, ça, c'est vraiment du boulot lié à de l'historique et de la construction de long terme. Donc ça, c'est pas fait en 2 jours. Ça, pour le coup, ça prend du temps. C'est quoi aujourd'hui une journée type dans la vie de Guillaume chez Doolid? Je commence le matin, je fais le café. C'est bien. Je vais à la photocopieuse. Et j'ai des routines, des choses qui sont calées dans mon agenda d'avance. J'ai des meetings que je peux pas bouger. J'ai besoin d'animer mon équipe de management, donc j'ai besoin d'avoir du temps là-dessus. Ouais. J'ai besoin d'avoir du one-on-one avec tous mes direct reports, des gens avec qui je passe du temps parce que j'ai besoin de prendre du feedback. C'est qui les personnes qui te reportent directement? J'ai la finance, les RH. Alors, on avait 16 opérations. Maintenant, on a mis 2 GM par zone. On a changé un peu d'organisation pour
avoir un prisme plus business. Donc tu fais la partie management. Tu es encore un peu dans la partie, parce que tu l'as dit, hein, tu as un profil très tech. Tu regardes un peu la partie plus purement lead gen, qu'est-ce qui se fait, le marché, les perfs, c'est quoi les outils Alors moi j'aime bien suivre ce qui se passe. Je suis beaucoup moins au quotidien derrière versus il y a 4, 5, 6 ans quand tu vois. Pour le coup j'ai eu vraiment un switch que j'ai dû opérer il y a 4, 5, 6 ans de me décaler d'un cran parce qu'en fait sinon... Lâcher la technicité, ouais. Bah ouais, en fait, si moi je reste l'expert technique de faut faire ci, faut faire ça, ça marche plus. Donc faut arriver à lâcher, ça c'est pas facile. Ouais. Surtout quand c'est un peu, tu vois, c'est des trucs que tu as participé à construire, c'est pas forcément évident. Après, je pense qu'une organisation elle grossit pas si tout repose sur une ou deux personnes, je pense que ça marche pas. C'est évident. Après, moi, c'est un goût que j'ai, que je garde, ce côté un peu geeky, voilà. Mais c'est aussi important que les gens soient empowered parce que sinon. Parce que la lead gen reste un marché qui bouge énormément et qui évolue énormément. Ce qui se faisait cette année peut changer du tout au tout l'année prochaine. On va y venir juste après. Du coup, chez vous, qui c'est qui va aussi s'assurer que tu es à la pointe de la lead gen et que tu apportes le meilleur à tes clients? Bah là, tu as pas mal d'équipes du coup qui bossent là-dessus. Tu as des gens dans les équipes product qui bossent sur les gros enjeux stratégiques sur lesquels nous on travaille. Donc qui passent du temps à aller discuter avec nos clients pour comprendre c'est quoi leur... Enfin, on parlait de sujets de data, typiquement l'intégration, voilà. Comprendre concrètement qu'est-ce qui bloque, pourquoi en fait les clients ils sont pas capables de nous renvoyer les données. Enfin, concrètement, c'est quoi les sujets, pourquoi on est bloqué là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour simplifier, pour faciliter, Ok, donc tu restes dans une discussion constante avec tes clients et c'est en fonction de comment tu sondes tes clients que tu optimises ton produit, ton positionnement et tes offres de service. Donc voilà, après moi j'ai dans les équipes opérations, donc j'ai des gens qui sont au contact des médias toute la journée, donc eux ils achètent le média, ils discutent à la fois avec leurs pairs, avec les plateformes, donc eux ils sont quand même, ils testent en permanence des nouvelles choses pour pouvoir effectivement explorer un nouveau canal ou un nouveau sous-canal au sein d'une plateforme pour voir ce qui se fait. Je pense que c'est important dans notre métier, on est toujours obligé le truc va pas venir d'un hack magique, je crois pas du tout une seule seconde à l'espèce de truc le petit bout de truc dans un coin qui fait que t'as trouvé la pépite d'or dans un coin de placard, ou alors si c'est un trou dans la raquette il va être corrigé un jour. C'est important que tu le dises parce que souvent on reste quand même dans une logique aujourd'hui où tu t'es toujours à chercher le hack à la mode, le secret, etc. Nous on le voit chez Lead Studio via toutes les vidéos qu'on peut faire sur la partie technique où c'est les questions qu'on a le plus souvent, c'est quelle stratégie d'enchère, quel truc, quel machin. Non, en fait c'est juste du bon sens, c'est de l'optimisation constante et il n'y a pas de hack. Si quelqu'un en trouve un, je pense que c'est pas sustainable, et moi je suis à la recherche de modèles qui soient sustainable, scalable et que tu peux repeat quoi, dans le temps. Parce que sinon, tu as affaire à des magiciens, en fait, des gens qui t'expliquent que oui, mais ils ont touché tel bouton et là, le truc s'est allumé, incroyable. Et puis 2 jours après, il s'est rééteint, mais personne n'est capable d'expliquer pourquoi. Et ça malheureusement, je pense que ça ne marche pas. Et comment tu vois la lead gen en 2024 2023, ça a quand même été l'arrivée de l'intelligence artificielle, ChatGPT, je passe, etc. Comment vous voyez ce pivot de l'IA arriver? Des nouveaux canaux aussi, TikTok? L'IA, je pense qu'elle va être quand même beaucoup prise par les GAFAM. Tu peux passer beaucoup de temps à créer de la surcouche. Je pense qu'ils vont intégrer beaucoup de choses en natif et en propriétaire. Il y a une grosse partie de la valeur qui va être concentrée à cet endroit-là, moi je pense. Donc moi j'attends pas mal de voir un peu comment tout ça va prendre vie dans les plateformes. On a vu qu'il y avait pas mal de levées qui étaient faites sur des trucs de type Jasper AI il y a encore un an, qui avait levé plus de 100 millions pour faire des trucs d'ad copy. Ces trucs-là, dans un an ou deux, c'est possible que ça soit complètement obsolète parce qu'intégré nativement chez Meta. Ouais, on commence à le voir arriver d'ailleurs. Voilà, donc c'est encore les prémices, mais si tu veux, je pense que ça, demain, ça sera mainstream à mon avis. Donc j'ai du mal à croire que ça soit pas trusté par eux, sachant qu'en plus ils développent leurs propres outils propriétaires pour nativement récupérer du trafic via des portails eux-mêmes. Donc par contre, je pense qu'il y a effectivement un enjeu à pouvoir comprendre ce qu'on achète et comment on l'achète. Ça, je pense que c'est... Ouais, c'est évident. T'as pas peur que tes clients ils réinternalisent leur acquise? Tu penses qu'ils auront toujours besoin de partenaires comme nous qui leur apportent du lead, ou il y a un risque que tout soit tellement automatisé que finalement ils appuient sur un bouton et que leur traffic manager fasse ton boulot et le mien? Je pense que ce rêve-là, il existe depuis 20 ans, donc il y a toujours eu des boîtes pour apporter de la valeur à d'autres. Non, je pense qu'à partir du moment où tu es capable d'aider une organisation à, entre guillemets, se désiloter, t'as pas le marketing d'un côté qui fait l'achat média, la tech qui te produit le site avec le product guys qui gère les specs pour mettre en place tel funnel, et les sales qui vendent. Enfin, tu as quand même un enjeu d'arriver à tuer tout ça. En fait, il y a très peu d'organisations qui sont capables d'être vraiment à la pointe et de faire ça très bien. Il y en a, hein. Le meilleur taux est probablement un bon exemple, en plus dans un marché où tu as besoin d'énormément de réactivité. Jérémy l'a prouvé. Ouais. Mais je pense que tu as mais je pense que tu as beaucoup de boîtes où c'est compliqué de faire ça très bien. Pourquoi? Parce que la caractéristique du DJ, en tout cas moi tel que je le formule, c'est online to offline, donc rupture de canal, égale complexité de suivre la data de bout en bout, et donc toute la valeur, c'est aussi de pouvoir chaîner ça de end-to-end. Si tu es que sur du retail ou du machin, là c'est possible que ta data tu l'as
en real time. Ouais. Tu vois ton panier qui est sur Stripe. T'as tout Facile. Nous, il y a de la complexité. Il y a un life cycle qui peut être long sur certains types de projets. Par exemple, sur les trucs d'habitat, ça peut mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois à remonter des vraies datas de vente. Comment tu fais en fait quand tu as juste des éléments de signal, type des rendez-vous, mais tu n'as pas la vraie data finale. Ouais. Donc tu as plein d'éléments en fait qui sont complexes. Et je vois pas comment demain le marché, avec autant de complexité quasiment que de secteurs, croît de marché, parce qu'un secteur dans un autre marché, dans une autre géographie, ne fonctionne pas forcément de la même façon, va être capable demain d'avoir la solution magique qui s'applique partout, quoi. Il y a besoin d'avoir des acteurs comme vous qui sont spécialisés, qui connaissent parfaitement leur métier et qui... Je pense qu'il y aura toujours besoin d'acteurs pour apporter de la valeur. Et après, ils sont héroïques, ces acteurs-là. Hein. Entre gérer de la dépense sur leur Google Ads versus acheter du lead à des tiers, si finalement ça transforme mieux. C'est évident. Dans une récente interview, tu disais vous vouliez être dans le top 10 des agences de lead gen mondiales. Contre qui tu te bats? C'est qui le top 10 aujourd'hui pour toi en termes de lead gen mondiaux, et comment tu comptes y arriver? Alors le top 10, il est surtout aux US. Malheureusement, je suis désolé de casser un mythe. T'as quelques noms Ouais, t'as de des boîtes comme américaines. Red Venture, par exemple. Je sais pas si tu vois ce qu'ils font. C'est une boîte qui fait plus d'1 milliard de top line. Principalement SEO, SIA, avec beaucoup de sites de contenu sur plein de verticales différentes, assez forts dans le marché education, notamment aux US, ou un certain nombre de grosses verticales. Donc ils ont créé des sites propriétaires. C'est une boîte qui existe depuis plus de 20 ans ou 25 ans maintenant. Tu sais le CA qu'ils font à peu près, t'as une idée? Ça fait plus d'1 milliard de chiffres. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est très très gros, quoi. Si tu regardes dans un marché un peu plus local, sur des boîtes, t'as MVF au UK qui doit faire entre 100 et 150 millions de chiffre d'affaires. Ils doivent être, 500-600 personnes, tu vois, donc c'est déjà une très belle boîte. Il y a quand même des vrais beaux acteurs aujourd'hui qui existent, soit sur notre marché plus local, européen, soit vraiment US, mais du coup qui font quasiment que les US. C'est tellement un gros marché d'un point de vue marché intérieur. Donc oui, il y a une dynamique où tu te dis qu'il y a aujourd'hui des acteurs qui ont réussi. Et comment tu vas challenger Red Venture? Tu vas encore lever des fonds pour agrandir tes équipes? Tu penses que maintenant tu as un rythme de croisière qui te permet d'autofinancer? C'est quoi à 5 ans, si je te réinvite, j'espère avant 5 ans, mais dans 5 ans, si tu es number one avec Doolid, il s'est passé quoi? Je pense qu'aujourd'hui, pour faire partie de ce club resserré, faut arriver à générer à peu près 100 millions de chiffre d'affaires, à peu près, je dirais, tu vois, pour être dans ce petit club select, entre guillemets. Donc ça commence à être des niveaux de business qui sont significatifs. Pour l'audience, t'es loin, pas trop loin de ces 100 millions là, ou... Non, on n'est pas encore juste à côté, tu vois. Je te laisse faire les maths si tu veux, en ratio de people. Oui, il y a encore... Ça te donne encore une petite marge de progression. Il y a encore clairement une marge de progression. Aujourd'hui, nous, on est sur les marchés où il faut être, donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller ouvrir l'Asie ou d'aller... sur d'autres pays sexy, je pense qu'il y a un enjeu déjà plutôt à grossir sur les pays existants, donc ça veut dire à faire encore mieux ce qu'on fait aujourd'hui, et je pense que c'est ça le vrai succès, parce que des clients qui sont prêts à acheter des leads de façon héroïste, t'en as quand même plein, et l'enjeu c'est d'arriver à juste bien les identifier et s'assurer que pour le coup la qualité de ces leads derrière elle soit suffisante. Comment tu vas chercher tes clients instit qui vont t'acheter vraiment du volume? Ça, c'est de la vente, hein. C'est un métier vieux comme le monde, faut aller vendre, faut aller parler avec des gens, faut prendre son téléphone, faut prendre son... Parce que souvent, en fait, on doit générer du lead aussi pour nos propres activités. Et c'est comme tu dis, est-ce que vous avez des techniques un peu différentes où en fait tu vas networker sur LinkedIn, tu vas au salon, tu vas rencontrer les acteurs, les décisionnaires de ces boîtes-là? Malheureusement, j'ai pas de secret de fabrique là-dessus, parce que je pense que ce qu'on fait pour nos clients n'est pas applicable à notre propre business, pour la raison simple que en fait, des boîtes qui veulent générer des leads de façon un peu significative, je parle pas d'avoir 2 leads par mois, mais déjà des quantités un peu significatives, en fait, il y en a pas non plus des millions. Et donc en fait, ces gens-là, tu sais pas monter un vrai dispositif marketing facile pour les identifier. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Je serais ravi de connaître quelqu'un qui a réussi. Mais juste des bons sales et un bon produit, et c'est comme ça que tu c'est pas très difficile de vendre. Ce qui est difficile, c'est de fidéliser tes clients, parce que tu es vraiment capable dans la durée de leur apporter de la qualité. Je pense que c'est ça le vrai nerf de la guerre. La rétention. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui testent. En fait, ce qui va vraiment faire la fidélité de tes clients, c'est que c'est s'y recommande. Oui, et puis surtout qui restent parce que ça fonctionne pour eux. En fait. L'enjeu de rétention est clairement important sur ce marché. Guillaume, on va arriver au bout de l'interview. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder pour clôturer? Non, mais tu parlais tout à l'heure, juste peut-être pour finir, pour ouvrir sur la partie perspective de 2024. Moi, ce que je vois quand même tendanciellement, des décisions qui vont dans la bonne direction. Nous, on s'est fixé une mission chez Doolid qui est vraiment de créer de la confiance et de la simplicité pour les utilisateurs tout au long de l'expérience d'achat,
pas de bout en bout. Et pour moi, une des souffrances de ce marché, c'est justement c'est un enjeu de confiance. L'opacité, ouais. Sur à la fois des dispositifs publicitaires qui sont pas forcément respectueux de l'utilisateur, à commencer par déjà la qualité des pubs que tu peux voir, où parfois tu as des trucs qui sont complètement... mensonger, on peut le dire. Exactement, mensonger. Ouais. Je pense notamment à des catégories assez incentivées, dispositifs fiscaux type le solaire. Ouais, sur les travaux, les niches travaux, le CPF, on a le vu CPF, exactement ouais. tout un tas de sujets là-dessus. Et je pense que pour le coup, c'est vraiment les plateformes qui ont la Faut pas main. le job. Qui ont la main pour agir. Donc ça, moi, c'est un truc que j'aimerais voir venir plus. Ils y viennent avec le DMA, on en parlait fait. lors de l'épisode précédent avec Jérémy, où il n'y a plus le choix parce que c'est eux-mêmes qui vont être punis s'ils laissent des acteurs qui ne sont pas conformes publier sur leur régie, quoi. Donc ça, j'ai envie de voir quelle forme ça prend. Ouais. Donc ça, c'est quand même un premier élément, je trouve, intéressant et qui va dans la bonne direction. Le deuxième élément, c'est aux US notamment, donc nous qui a vraiment un marché significatif pour nous, il y a une réglementation qui est en train de passer là pour d'ici l'été prochain, arrêter en fait le rappel des leads sans avoir un consentement explicite à une marque. C'est-à-dire que tu peux plus vendre du multi-lead à 3, 4, 5 acteurs sans savoir qui va te rappeler. Tu peux faire de la marque blanche, mais dédiée. Mais c'est-à-dire que tu dois en tout cas explicitement dire pour qui c'est fait et dans quel cadre, pour quel projet. Pas dire tu peux te faire rappeler ensuite pendant 10 ans sur tous les projets de la Terre. Parce que ça, pareil, je pense que c'est insupportable et ça enlève un vrai sujet de crédibilité. Mais c'est une bonne chose parce que ça va permettre au marché de se structurer et, comme tu le dis, de réinspirer confiance sur un marché qui a de base quand même pas très bonne presse. Ça, là-dessus, vous êtes proactif en termes d'outils. Nous, on vend que des leads exclusifs, ouais. je crois, comme vous aussi. Ouais, donc, je pense que l'enjeu, c'est pour moi de continuer dans cette dynamique qui est pour moi une dynamique qualitative. Et je pense que plus on va vers la transparence vis-à-vis de l'utilisateur, et je pense que meilleure est la direction, parce que ça va aussi rassurer les consommateurs dans cette dynamique-là. On a trop tendance à les oublier, mais qui sont quand même le point de départ de ce qui fait que ce marché existe. Et après, je pense que les clients, il y en aura toujours. Les gens vont toujours avoir besoin d'alimenter des forces commerciales en prospect. Ça va jamais s'arrêter demain. C'est évident. Je pense qu'il va y avoir un niveau d'exigence accru lié à l'ensemble de ce dispositif réglementaire. Je pense aussi à la loi Negelen qui est passée en France là, cette année sur limiter le cold calling. Enfin, tout ça, ça va dans la même dynamique. Et pour moi, c'est quand même positif pour dire le marché. Voilà, on peut aller dans une direction de plus de confiance. Bah écoute, on verra effectivement déjà en février avec le DMA ce que ça donne. Et puis effectivement, je pense que le marché va se structurer. Ça va être intéressant de voir effectivement comment les acteurs vont se structurer, comment aussi le marché va évoluer avec tout ça. Mais c'est sûr que ça va dans la bonne direction. Guillaume, écoute, merci pour cet échange. Je vais avoir la chance d'aller aux États-Unis cet été, donc j'espère que je pourrai interviewer ton cofondateur Arthur à ce moment-là. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Où est-ce qu'on peut te suivre globalement Ouais, je poste de temps en temps sur LinkedIn. Effectivement. Sur LinkedIn, ok. Voilà, exactement. J'essaie de tenir un peu au courant des quelques actus et puis de réagir par rapport à quelques éléments d'actualité. Écoute, un grand merci à toi. On se voit bientôt pour l'épisode 2, j'espère. Ça marche. Merci Thomas. Merci Guillaume.